Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission dans laquelle nous allons analyser ce soir en compagnie de mes invités les messages forts contenus dans le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône. Double célébration ce soir car cet anniversaire coïncide avec le premier de l'an de l'Hégire. Le souverain l'a d'ailleurs cité dans le préambule de son discours. Et bonne fête à vous toutes et tous. La première partie de ce discours royal a été dédiée à la moitié de la société, la femme, et la place que celle-ci mérite et que lui consacre la Mudawwana, au Code de la famille, ainsi que la Constitution de 2011. Beaucoup de manquements à l'application de ce Code de la famille qui, comme son nom l'indique, ne concerne pas uniquement la femme ni l'homme, mais la famille. Et le souverain a d'ailleurs mis un point d'honneur sur cet aspect en particulier. Ensuite, deuxième message fort du souverain ce soir, l'État social, à travers une vaccination gratuite au prix fort à toutes les Marocaines et à tous les Marocains et aux étrangers résidant au Maroc. Il y a aussi le lancement de la généralisation, du chantier de la généralisation de la protection sociale, et le souverain l'a rappelé. Il y a urgence à activer ce registre social unifié, sans oublier les différents programmes de soutien, soit-il face au Covid, face à la sécheresse ou encore à l'inflation planétaire, notamment ce budget dédié à la caisse de compensation qui a atteint 32 milliards de dirhams cette année, soit le double de ce qui était prévu dans la loi de finances. Et enfin, dans son discours, comme lors du discours de la fête du trône de l'année dernière, un appel au peuple algérien à ne pas céder aux manipulations fallacieuses qui visent à séparer deux peuples frères et à ternir l'image du royaume. Ce soir, j'ai le plaisir pour analyser ces messages du souverain à l'occasion de la 23e fête du trône. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau mes invités distingués. Tout d'abord, Abdelatif Komat, bonsoir. Bonsoir. Je rappellerai que vous êtes doyen de la faculté pour les sciences économiques, juridiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Zakaria Aboudaha, professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Aboudaha. Bonsoir, Madame Ihsan. Merci. Toujours un plaisir de vous accueillir et un plaisir renouvelé d'accueillir notre consultant analyste économique et politique, Drissa Issaoui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, bien sûr, on va commencer avec ce premier extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui place la femme au centre des priorités sociales et économiques. Regardons. À l'évidence, nous ne pourrons relever les défis internes et externes que si nous allions esprit d'initiative et résilience. Il nous sera ainsi possible de consolider la stabilité sociale, d'améliorer la condition de la femme et de la famille, de renforcer les capacités de l'économie nationale. Cher peuple, notre ambition est de poursuivre l'édification d'un Maroc avancé et fort de sa dignité. Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. C'est pourquoi nous insistons une fois encore sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines. De fait, depuis notre accession au trône, nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme en lui offrant toutes les possibilités d'épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. La place qui lui revient de droit et la place qu'elle peut davantage occuper sur la scène économique notamment. Professeur Komat, je vais commencer par cet aspect-là, puisqu'on parle de développement, puisqu'on parle d'essor économique du royaume. Aujourd'hui, le taux d'activité de la femme est très bas. Il y a cette échéance de 2035 du nouveau modèle de développement, la recommandation de porter ce taux d'activité à 45%, soit quasiment le double de ce qui est aujourd'hui pour le taux d'activité. Alors justement, que représente aujourd'hui la femme dans le tissu économique? Combien de points de PIB pouvons-nous gagner en impliquant davantage l'élément féminin? Effectivement, il faut tout d'abord rappeler qu'il y a un lien entre la dimension économique et la dimension juridique et sociale. La femme ne peut atteindre en fait l'objectif qui est assigné notamment par Sa Majesté à son rang au niveau de la société qu'à travers justement une certaine autonomisation économique qui est très importante. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire, tout d'abord, vous l'avez évoqué, en termes de taux d'activité. Il se trouve que sur ce plan-là, nous avons connu un certain recul. Il y a
une quinzaine d'années, le taux d'activité de la femme était aux alentours de 30%. Aujourd'hui, il est situé aux alentours de 21%. Il est pratiquement le tiers du taux d'activité de l'homme. Le taux d'activité national est de 46%, 75-76% pour l'homme et 21% pour la femme. Donc il y a un très grand effort à faire. Alors cet effort, bien sûr, il a un impact aussi bien sur la femme elle-même parce qu'il va permettre de développer son autonomie, de lui donner plus de dimension au niveau de la famille, mais également pour le pays. Pour le pays, c'est très important parce que le Maroc gagnerait en termes de taux de croissance, il gagnerait également en revenu par habitant moyen qui est en fait appelé à se développer d'une manière substantielle au cas où la femme justement occuperait un rang plus important en termes de taux d'activité. Et donc c'est vrai, c'est pour cela que cette dimension économique elle figure au niveau pratiquement, tout d'abord bien sûr au niveau des orientations royales, Sa Majesté depuis le début lorsqu'il a justement incité à donner plus de pouvoir juridique à la femme, il a également insisté sur la dimension économique. Et puis également, il figure au niveau du programme du gouvernement, il figure au niveau du nouveau modèle de développement qui a en fait l'objectif de hisser ce taux à 45% à l'horizon 2035, qui est une révolution. Faire passer le taux d'activité de 21% à 45%, c'est une révolution. Et bien évidemment, c'est pour ça que Sa Majesté a placé justement cette question. Et il a d'ailleurs évoqué l'impact justement de ce redimensionnement économique de la femme comme en fait s'intégrant dans le renforcement de l'économie nationale. Donc il ne s'agit pas que d'une action qui se limiterait un peu à l'intérêt de la femme, mais c'est dans l'intérêt de la société dans sa globalité. Et qu'elle prenne une part active à la dynamique de développement, pour reprendre les termes du souverain. Alors, on ne peut pas réellement parler justement de cet avancement socio-économique sans qu'il y ait un avancement sur le volet juridique. Avant qu'on parle ou avant qu'on passe à l'extrait sur justement l'opérationnalisation des mécanismes de la Moudouana, revenons sur la place de la femme et la place qu'elle mérite, d'abord selon la Moudouana de 2004 et aussi selon cette Constitution et cet article 19 de la Constitution qui met en exergue plutôt l'égalité homme-femme. Professeur Abou Dahab. Alors, d'abord, je tiens à féliciter toutes les Marocaines, tous les Marocains pour le nouvel an de l'Hégire 1444 et par la même occasion, féliciter Sa Majesté pour le 23e anniversaire de son règne. Il y a un contexte dans lequel la Moudouana a été élaborée, c'était au début du 3e millénaire. On s'en souvient parce qu'à l'époque, il fallait un peu faire un bond en avant sur le plan qualitatif et casser beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes. Et précisément, depuis cette date, 2004 jusqu'à aujourd'hui, le Maroc a réalisé quand même pas mal d'avancées. Malheureusement, cette dynamique, on l'a remarqué, a été un peu bridée. Sa Majesté, tout à l'heure, dans son discours, avait un peu pointé du doigt la mauvaise application de la loi. Cette loi ne s'adresse pas uniquement aux femmes, ne s'adresse pas non plus uniquement aux hommes, mais s'adresse à toute la famille comme étant le noyau essentiel de la société marocaine. Cela est extrêmement important. Hélas, il est certes de coutume de dire que le juge a un pouvoir d'appréciation, son pouvoir est discrétionnaire, mais parfois il y a une marge d'interprétation qui, au final, ne respecte pas l'âme du code, on va dire ça. Les juristes parlent de l'esprit. Ce qu'il faut, à mon sens, et d'ailleurs c'est une invitation de Sa Majesté qui peut-être annonce une certaine refonte par la suite de tout le dispositif, parce qu'il faut le dire, il est connecté à d'autres éléments, mais ce qu'on peut dire qu'il est temps aujourd'hui de réactualiser le dispositif. Nous sommes quand même en 2022, donc après presque 18 ans de mise en œuvre, et recentrer la femme, comme disait Sékou Metz, dans le cadre d'une autonomisation qui est appelée par beaucoup d'institutions comme le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qu'on appelle Empowerment, Temkin, Al-Maribia. Et je crois que le problème n'est pas dans les textes aujourd'hui seulement, mais il est dans l'effectivité et dans l'implémentation. Et écoutons à ce sujet d'implémentation et d'opérationnalisation des mécanismes de la Moudouana cet extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها إصدار مدونة الأسرة
Parmi les réformes majeures engagées sous notre impulsion figure la promulgation du Code de la famille à l'adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l'égalité homme-femme en droit et en obligation et par conséquent érige le principe de parité en objectif que l'État doit chercher à atteindre. L'esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la loi. Dans le Maroc d'aujourd'hui, il n'est en effet plus possible qu'elle en soit privée. À cet égard, nous appelons à l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme. Et nous demandons que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiées à la promotion de ces droits. Dans un premier temps, le Code de la famille a représenté un véritable bond en avant. Désormais, il ne suffit plus en tant que tel. L'expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d'atteindre les objectifs escomptés. Au nombre de ces écueils figure l'application incorrecte du Code en raison de divers facteurs sociologiques. L'un d'eux tient notamment à la propension tenace d'une catégorie de fonctionnaires et d'hommes de justice à considérer que le Code est réservé aux femmes. La réalité est autre. Le Code n'est spécifique ni aux hommes ni aux femmes. Il est dédié à la famille entière. Fondé sur la notion d'équilibre, il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement et il tient compte de l'intérêt des enfants. Ainsi, nous soulignons la nécessité que tous, unanimement, s'attachent à l'application pleine et judicieuse des dispositions légales du Code. Il convient aussi de dépasser les défaillances et les aspects négatifs révélés par l'expérience menée sur le terrain et, le cas échéant, de refondre certaines dispositions qui ont été détournées de leur destination première. التي تم الانحراف بها عن أهدافها إذا اقتضى الحال ذلك. Idriss Aissaoui, je vais m'arrêter avec vous sur deux notions sur l'extrait que nous venons d'écouter. La première, c'est la notion d'équilibre. C'est très profond comme notion. Absolument. C'est un discours qui est très particulier, il faut le dire. Nous avons eu l'habitude d'écouter le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône avec un certain nombre de discours didactiques, etc., pour expliquer. Aujourd'hui, il est dans le sujet depuis le départ. Et dans le pragmatisme aussi. Il est d'une grande capacité de pragmatisme sur des sujets que les Marocains discutent ou ne discutent pas. Il fallait appeler la femme. La femme, ça veut dire la famille. Nous sommes en train de construire un modèle de développement économique et il fallait montrer qui est derrière cela. C'est la famille. Alors pour cela, il a développé la notion de femme-famille et avec cette notion d'équilibre de pouvoir entre l'homme et la femme. Parce qu'on ne fait pas un texte juridique pour privilégier les droits de la femme, les droits de l'homme, etc. Non. On fait des textes pour faire que le Maroc soit un pays dynamique. Encore faut-il qu'il soit appliqué, Idriss Aissaoui. D'ailleurs, justement, le souverain a appelé à corriger ces défaillances et refondre même certaines dispositions de ce code de la famille, de cette Moudouana, des dispositions qui ont été détournées de leur destination première. Absolument, c'est un constat tout à fait opportun qui est fait sur l'application de ce texte. Parce qu'on voit qu'il y a des hommes de loi, il faut le dire, des juges qui transgressent pratiquement l'esprit de la loi. Et la mettent carrément à un autre objectif. Et là, le roi demande à ce qu'on arrête de traiter justement la question féminine, la famille, dans des aspects purement genre. On n'est pas dans l'approche genre, on est dans l'approche développement, c'est-à-dire famille et cellule familiale qui constitue la base de la société marocaine. Et la base de la société marocaine aussi, c'est cette justice qui est aussi basée sur des principes de l'islam, bien sûr, de la charia, n'est-ce pas? Et aux spécificités de notre société marocaine. Professeur Aboudahab, en tant que juriste, bien sûr, spécialiste des relations internationales, mais juriste, il y a cet extrait qui je voudrais en lire un petit bout. En qualité d'Amir al-Mu'minin, et comme je l'affirmais en 2003 dans le discours de présentation du Code de la famille, donc devant le Parlement, je ne peux autoriser que Dieu à prohiber ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points encadrés par des textes coraniques
formelle. Fin de citation. Alors, Sa Majesté a plaidé pour qu'il y ait d'abord une lecture, je dirais, ouverte du code islamique ou du droit public musulman. Évidemment, il y a des lignes infranchissables, mais il y a des seuils de tolérance, on va dire ça. Et le jihad, c'est un peu la jurisprudence, si vous voulez, ou l'effort d'interprétation des textes devrait partir d'abord des aspirations et des besoins réels. Il y a là un plaidoyer pour qu'il y ait des études de sociologie de droit et que les lois, de toutes les façons, ne peuvent pas seules changer la société. Elles peuvent imprimer une certaine dynamique. Mais ce qui est très important, à mon sens, c'est la question de l'appropriation. Donc le roi, de par son statut de Amir el-Mouminin, veille d'abord sur le plan constitutionnel au respect de l'islam, mais je crois là qu'il y a une invitation un peu à sortir des sentiers battus et à développer une école marocaine d'interprétation sur le terme des finalités de la religion, la maqasid al-sharia. Ça, c'est extrêmement important. Et le plus important, c'est le dialogue là-dessus. Tout à fait, absolument. Très bien. Un mot là-dessus, pour finir sur ce premier volet dédié à la femme, peut-être, professeur Komad, rapidement, sur cette vérité essentielle. Quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu'elles ne se font tort. En fait, il s'agit de passer un message qu'on n'est pas dans un conflit, on est dans une convergence. Le développement, c'est un développement global et intégré. Il ne peut se faire sans la femme comme il ne peut se faire sans l'homme. Et donc je crois que c'est un esprit, c'est un principe. Et justement, c'est un changement au niveau des mentalités. Vous savez que nous avons 10 chiffres. On a évoqué tout à l'heure, par exemple, le taux d'activité. On peut évoquer d'autres taux. Par exemple, aujourd'hui, des femmes chefs d'entreprise. Hein. Je me permets de vous interrompre, professeur Komad. Et puisque le souverain a évoqué le contexte de la Covid-19, ce sont les femmes qui ont le plus souffert de la Covid-19, des effets et des dommages collatéraux de la Covid-19. Effectivement, d'ailleurs, même au niveau du taux d'activité, il a baissé de 2 points, justement, durant la période du Covid, notamment le taux d'activité de la femme. Et puis, bien évidemment, on a augmenté à cause du confinement. Voilà, on a relevé, en fait, sur beaucoup de questions, notamment sur un plan de santé, sur un plan d'impact, notamment sur un plan social, sur un plan économique. La femme, justement, a supporté le gros du fardeau du Covid, et donc il a justement démontré, il n'avait pas à le démontrer, mais c'est une réalité qui s'est imposée, que l'équilibre de la société, l'équilibre de la famille, il s'appuie sur la femme. Et justement, la femme, pour qu'elle puisse justement être le socle davantage de cette société, il a besoin d'appui sur un plan juridique, d'appui sur un plan économique. C'est dans cette façon-là qu'on peut aller vers justement une société plus cohérente et qui peut aller vers les objectifs de développement. Parce qu'on est en train aujourd'hui de parler de développement. Et le développement, c'est en fait un changement de structure, c'est un changement du positionnement de ces composantes. Et la femme est une composante fondamentale de ce projet de développement. Alors, projet de développement, ça nous permet aussi de parler de projet de résilience. Le Maroc a démontré vraiment un pouvoir de résilience qui a été applaudi de par le monde. Nous ne sommes pas en train de nous jeter des fleurs, les faits sont là. Ouais. Alors, c'est un effort qui a fait renaître cet État social, Drissa Essaoui. Oui, absolument. Aujourd'hui, l'État a supporté quand même un coût exorbitant, on le rappelle. D'abord, pendant la Covid-19, pour aider les plus vulnérables, l'accessibilité aux vaccins, la gratuité, bien sûr, quel que soit le prix, d'ailleurs le souverain l'a rappelé, et les aides directes aux familles. Aux entreprises. Absolument. Et aux entreprises, bien sûr. Aux entreprises, bien sûr. Le Maroc. Mais cette notion d'État social, elle est là, elle est clairement aujourd'hui. C'est une renaissance. Elle est fondamentale, cette notion. Nous sommes en train de travailler sur quoi? Sur une notion qui est celle d'une société construite sur une famille. Une famille, c'est-à-dire une cellule familiale avec ce tissu de solidarité et de cohésion et de cohérence qu'il y a à l'intérieur de cette société. Donc, si cette femme n'est pas impliquée, et c'est ça le plus important, quand on donne de l'importance à la femme sur le plan du développement, c'est une femme qui peut imaginer des choses, qui peut créer des choses qui n'ont jamais existé dans le tissu économique. Et c'est pour cela que le roi demande à ce qu'on prenne le temps de réfléchir sur le rôle attribué à cette femme et comment on va le faire, comment on va la faire participer au futur du développement de ce pays. Je voudrais juste aussi rappeler sur cette notion d'État social. Oui, alors l'État social, c'est une notion extrêmement importante pour le Maroc.
Le Maroc n'a jamais fonctionné comme étant un pays mécanique, un pays technique. C'est un pays qui a évolué comme étant un groupement sociologique cohérent, très diversifié, mais en même temps, il a pu justement réagir et surtout procéder de manière dynamique à l'accélération de son développement. Et les Marocains n'ont jamais, n'ont jamais abandonné cette idée. Et c'est pour cela que l'on va retrouver l'homme, la femme et l'ensemble de cette composante qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est effectivement une société qui va de l'avant et qui réussit et qui a donné cette image de la résilience qui est maintenant attachée à l'économie marocaine parce que nous avons pu justement vaincre une bonne partie de la Covid-19 et surtout on a pu sortir de cette difficulté en donnant les moyens, très peu de moyens, à la société, aux entreprises et à tous ceux qui participent à l'acte d'investir dans ce pays. Bien sûr, quand on parle d'État social, et c'est indissociable, il y a ce chantier de la couverture sociale, de la généralisation de la protection sociale. Parce que quand on parle de protection sociale, bien sûr, il y a la protection médicale, enfin la couverture médicale, mais aussi toutes les aides sociales qui suivront. Parlons de ce dossier. Donc d'abord avec des chiffres que le souverain a rappelés. D'abord l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, qui concerne aujourd'hui 6 millions de personnes. À la fin de l'année, ce sera étendu pour tous les ramédistes et 7 millions d'enfants concernés, 3 millions de familles qui ne sont pas couvertes. Tout ceci a un coût, messieurs, en ces temps troubles quand même, en ces temps difficiles. Le Maroc maintient le cap. Bien sûr, sous les hautes instructions de Sa Majesté, on maintient le cap de la généralisation de la protection sociale, sachant que nous sommes le premier et l'unique pays en Afrique qui a lancé ce chantier titanesque. En Parce que le coup, il est quand même en préambule de cette remarque, ce que je voudrais dire, c'est pas seulement en fait la protection sociale. Il faut dire que pendant ces 2-3 dernières années, où pratiquement le monde était en difficulté, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, a géré bien sûr les difficultés sanitaires, mais également leurs ramifications économiques et sociales, mais on n'a jamais autant lancé de réformes structurelles. Aujourd'hui, en fait, dans la difficulté, le Maroc, en fait, il gère le court terme, mais en même temps, il construit son projet de développement. Donc ça, c'est un constat général. Alors, bien évidemment, il y a ce projet royal de la couverture sociale qui a en fait un processus qui commence à partir de 2021, qui se termine en 2025, avec des étapes. Bien sûr, la première étape, c'est la couverture médicale 2021-22. Après, on va aller vers les allocations familiales et puis les indemnités pour les pertes d'emploi et les indemnités pour la retraite. Alors, à l'horizon, c'est un budget aux alentours de 55 milliards de dirhams. On n'est pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes en fait à l'étape de la couverture médicale, qui a un budget global de 14 milliards de dirhams, mais il faut dire qu'il y a une contribution de l'État qui est aux alentours de 8 milliards de dirhams, qui est budgétisée au niveau des 2 lois de finances de 2021 et 2022. Donc l'argent, il est disponible et budgétisé. Et bien évidemment, au fur et à mesure, ce projet s'intègre dans une réforme globale de la caisse de compensation, on va parler tout à l'heure du registre social unifié, etc. Et puis, bien évidemment, il y a la réforme fiscale. Il est prévu que, justement, dans le cadre de la réforme fiscale, on va dégager des ressources qui permettraient, justement, de financer le projet de la couverture sociale à l'étape finale. Donc, c'est un projet stratégique, c'est un projet dans lequel il y a, en fait, la dimension timing qui est arrêtée, le planning est arrêté, mais également les moyens financiers, humains, mais également toute la gouvernance. Et d'ailleurs, ça a été l'objet de la loi cadre qui a été sous la houlette de Sa Majesté lors du dernier Conseil des ministres, avec toutes les dimensions, ressources humaines, logistiques, financières, etc. etc. Il y a ce fameux registre social unifié. Et l'appel, cette fois, il est clair. On l'attend depuis déjà l'ancien gouvernement, enfin celui qui était là avant, qui a lancé sous la présidence de Silet Mani, et on attend encore que pourquoi, après cette expérience de la Covid-19,
avec toutes les aides qui ont été allouées directement aux familles. Pourquoi on n'avance pas? Est-ce que vous pensez, selon vous, Zakaria Boudahab, que c'est imminent, le lancement de ce registre social unifié? Comment est-il, comment déjà tout cela fonctionne, ne serait-ce que ça? Oui, juste une idée. Oui, allez-y. Le ministère de l'Intérieur a procédé au recrutement d'un certain nombre de jeunes qui sont affectés à cette mission au niveau de toutes les provinciaux, de tout le territoire national. Donc les gens sont en formation. Ce n'est pas un chantier qui va être ouvert. Il est déjà ouvert, les gens sont en train de travailler, ils sont en train d'être formés et le registre, justement le social, il est enfin mis en place avec une identification très précise de ceux qui peuvent en profiter et ceux qui vont le dynamiser. Alors à quoi va-t-il justement servir s'il est actionné là dans l'immédiat? Disons que je n'ai pas réellement des connaissances techniques par rapport à cette question, mais je voudrais d'abord dire deux choses essentielles à mon sens. C'est que le Maroc a cette intelligence, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, de s'approprier un peu la dynamique internationale et les récentes réalisations en termes de doctrine de développement, notamment dans le cadre de l'économie sociale, sociétale, etc. Je cite la responsabilité sociétale des entreprises, et ainsi de suite. Deuxièmement, Sa Majesté a une fibre sociale très affinée depuis le départ, on le sait, on ne peut évidemment ignorer de ne pas citer la stratégie globale de développement humain qui a été lancée en grande pompe, notamment en 2005. Troisième aspect, à mon sens, qui est aussi intéressant, il y a eu des études qui ont été menées par des institutions, et notamment la question du lien social. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du welfare state, cet État-providence qui prend en charge le citoyen du berceau jusqu'au linceul, comme le disent les politologues. Ça a un coût social, c'est clair, mais je crois que le terme ou le concept de résilience est au cœur de la question. Pourquoi ? Des années d'ajustement structurel avaient produit beaucoup de dysfonctionnements sur le plan social, on le sait. Maintenant, le Maroc se rattrape, et de façon accélérée. Ce registre social unifié va évidemment servir pour cartographier toute la population selon une démarche un peu globale et intégrée, et à mon sens, incorporer un peu les éléments d'une modernité qui doit être un peu le fil conducteur de cette question, mais je crois que c'est une révolution, à mon sens, silencieuse, qui va propulser le Maroc vers l'avant pour gagner davantage de points sur le plan du classement mondial en termes de développement humain. Et gagner aussi et faire peut-être des économies parce que ça permettra aussi de mieux allouer les aides et les soutiens. Et donc cette fameuse réforme de la caisse de compensation que vous évoquiez tout à l'heure, professeur Koumat. Effectivement, en fait, vous avez posé la question à quoi il sert. Tout d'abord, on parle de registre unifié parce qu'aujourd'hui, en fait, l'État donne des subventions. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, il y a le programme Tessir. Donc, il y a plusieurs formes d'aide. Il s'agit d'aller vers l'unification de l'aide qu'apporte l'État aux personnes qui sont dans le besoin. La deuxième chose, c'est que la question a été toujours posée, c'est l'équité en termes justement de bénéfices de la caisse de compensation. Tout à fait. Parce qu'à ce jour, il s'avère que parfois, ceux qui bénéficient de la caisse de compensation sont davantage des personnes qui ne sont pas dans le besoin. D'accord. Alors qu'en principe, la caisse de compensation, il est là pour soutenir les personnes qui sont dans le besoin. Et donc, le registre social unifié s'intègre justement dans cette stratégie de refonte, de révision de la caisse de compensation au niveau de la destination de cette aide, au niveau de l'identification des cibles et d'aller vers plus d'équité et d'aller vers plus de réduction des déséquilibres et des disparités sociales et territoriales. Vous savez que ce sont des objectifs du nouveau modèle de développement, mais qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de cadres institutionnels. Et justement, le registre social unifié s'intègre dans cette vision d'équité et de plus de démocratisation en termes justement d'apport d'appui aux personnes dans le sens de la réduction des disparités sociales. Consolidation, bien sûr, en ces temps troubles, conjoncture internationale difficile, fluctuante, pour reprendre le terme utilisé dans le discours de Sa Majesté, et tirer le meilleur parti des opportunités, des perspectives ouvertes par ces mutations pour drainer plus d'investissements et stimuler les exportations, bien sûr, et promouvoir le produit national, le Made in Maroc, Drissa Issaoui. Donc là, oui, en effet, le processus de relance a été comme freiné par cette conjoncture internationale. Alors, on sortait à peine de la Covid-19, on a ressenti bien sûr la relance, on a enregistré un taux de croissance qui est exceptionnel en 2021. Ouais. Mais voilà, arriva la guerre en Ukraine, qui s'ajoute bien sûr à cette sécheresse que nous traversons malheureusement dans notre pays.
Alors aujourd'hui, c'est un appel aussi à l'exécutif pour ramener des IDE. Absolument. Au pays. Aujourd'hui, le Maroc a besoin de ces investissements directs étrangers et faire en sorte que ce soit véritablement des leviers de développement qui peuvent être utilisés. Le Maroc, il est déjà bon sur un certain nombre de secteurs. L'automobile, l'aéronautique, les nouvelles technologies. Il est bon dans tout ça. Mais maintenant, il faut qu'il y ait quand même des investissements qui concrétisent ce placement du Maroc qui est bien placé et faire en sorte que le développement devienne plus concret, le développement devienne réel et que les Marocains puissent... Et que le développement soit pour la nation et pas pour des intérêts individuels. Voilà, personnels. Très personnels. L'a rappelé le souverain. D'ailleurs, le roi, il l'a clairement rappelé parce qu'il y a des gens qui utilisent les politiques publiques pour des intérêts strictement personnels, et ça, c'est inacceptable. Et ces agissements doivent être combattus, pour reprendre ces termes. Mais de toutes les manières, quand il dit qu'il faut être combattu, il faut le prendre dans ce sens, dans un sens très fort. On va taper sur les mains de ceux qui dérobent de l'argent, qui dérobent des projets, qui dérobent des biens publics, qui, au lieu de les valider, de les renforcer pour le bien de la nation. Donc, le Maroc est aujourd'hui en phase d'un décollage extrêmement important et les investissements extérieurs directs vont contribuer très certainement à cette relance. Très bien. Nous allons à présent passer à un troisième extrait. Et cette fois, nous passons au troisième volet que le souverain a développé dans son discours prononcé, je le rappelle, ce soir, un peu plus tôt dans la soirée, à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône. Et là, il est question de l'Algérie. Regardez. أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبدا. Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien, frères, ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l'Algérie d'accéder à un avenir meilleur et d'offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins. À cette occasion, j'exhorte les Marocains à préserver l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui les anime à l'égard de nos frères algériens. D'ailleurs, nous assurons ces derniers qu'en toutes circonstances, le Maroc et les Marocains se tiendront toujours à leur côté. Les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l'Algérie et les Algériens sont le fait d'individus irresponsables qui s'évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères. Ces médisances sur les relations maroco-algériennes sont totalement insensées et sincèrement consternantes. En ce qui nous concerne, jamais nous n'avons permis ni ne permettrons à quiconque de porter atteinte à nos frères et voisins. Par ailleurs, nous assurons le peuple marocain de notre ferme volonté de trouver une issue à la situation actuelle et de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples. Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l'histoire, les attaches humaines et la communauté de destin. لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك. Fête du trône 2021, ce discours aussi du souverain qui a adressé un message fort à l'endroit de l'Algérie, des Algériens. Et là, il revient encore avec un autre message. N'écoutez pas ces messages fallacieux, ces fake news qui essayent de dépeindre peut-être un Maroc hostile, des Marocains surtout hostiles. Là, vraiment, on ne parle même plus aux dirigeants, mais là, vraiment, à un peuple algérien, frère de son peuple voisin marocain. Professeur Aboudahab, cette approche dans ce discours, vous, en tant qu'expert en relations internationales, comment la décryptez-vous ? Je la décrypte comme étant un appel sincère pour donner le primat à la raison plutôt qu'à la logique de l'affrontement. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Dans la doctrine de Sa Majesté sur le plan diplomatique,
Et d'ailleurs, je rappelle que sa thèse de doctorat a porté sur la coopération entre les pays de l'ACE à l'époque avec les pays de l'UMA. Donc, dans la réflexion royale, l'idée de l'UMA est toujours prégnante et centrale à mon sens. Donc, il y a une sorte de paradigme de l'intégration qui est là. Et à chaque fois, l'idée d'une main tendue, sincère, l'idée de la coopération, comme vous l'avez dit, Madame Ihsan, en 2021, à l'occasion de la fête du trône, presque 70% du discours royal a été dédié à la question de l'Algérie. Hélas, par la suite, l'Algérie nous surprend par la rupture unilatérale des relations diplomatiques. Mais cela ne va pas, évidemment, empêcher le Maroc de plaider pour une approche un peu plus dialogique, comme le dit Edgar Morin. Il faut un peu dépasser les logiques antagonistes, précisément combattre les fake news et établir des ponts, des passerelles entre les peuples. Cela ne peut pas avoir lieu si les frontières terrestres sont toujours fermées depuis 1994. Donc moi là, il y a, je crois, un appel à la raison pour voir un peu loin. Regardez, récemment, on a eu cette crise migratoire. Si la coopération existait entre le Maroc et l'Algérie, ce drame n'aurait pas été produit. On voit donc dans la pensée de Sa Majesté, encore une fois, une invitation adressée aux Algériens de façon générale afin de travailler ensemble sur l'avenir des deux peuples et par transitivité les peuples du Maghreb. Messieurs, donc, quand on parle d'individus irresponsables qui s'évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères, à qui peut-on faire allusion, justement? À qui fait allusion le souverain, selon vous? Je pense que le roi Mohamed VI fait ici allusion à ce qu'on appelle, si vous voulez, ces acteurs des réseaux sociaux qui sont mobilisés par l'armée algérienne, c'est connu. Et ils prennent leur temps, ils prennent les moyens pour justement incendier l'image du Maroc, incendier l'image du roi Mohamed VI et de toute la dynastie marocaine. On oublie que la dynastie marocaine, elle a 4 siècles d'existence. L'État marocain, il a plus de 12 siècles. Donc il faut arrêter de réfléchir sur un pays que l'on attend, il va tomber comme un fruit mûr. Non, le Maroc est un pays solide. C'est un pays dont les fondamentaux ont été bâtis sur des bases très très solides et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va tomber. Donc il fait cet appel à la partie algérienne de manière générale et de manière générique. Et à un moment donné, il s'adresse aux responsables algériens. C'est-à-dire qu'il ne parle plus de l'Algérie, il parle avec les responsables algériens pour leur dire, encore une fois, s'il vous plaît, laissez-nous faire, laissez-nous travailler, abandonnez cette volonté de vouloir nous nuire. Vous n'allez pas le faire et vous n'arrivez pas à le faire. Et le Maroc, il est convaincu que son avenir, il est dans ce groupement régional. Ça, ce n'est pas la conviction seulement du Maroc, c'est la conviction de l'Union européenne, c'est la conviction des États-Unis, c'est la conviction d'Israël, c'est la conviction de toutes les forces qui ont un poids dans l'échiquier mondial. De manière générale. Ils vous disent, attention, vous êtes un petit pays, vous êtes 40 millions, l'Algérie c'est 40 millions, mais l'ensemble nous intéresserait. Mais l'ensemble économique aussi. C'est ce que je dis, l'ensemble économique de 100 millions, 150 millions de personnes dans cette région nous intéresse. C'est un très bon marché avec lequel nous pourrons dealer, nous pourrons travailler. Mais il y a encore des problèmes à régler parce que le Maroc, il est contre l'utilisation de de ce qu'on appelle la lutte, comment on appelle ça, c'est les mouvements terroristes, le terrorisme transnational qui existe au niveau des régions dans le Sahara algérien, dans le Sahara, dans tous les pays subsahariens. Le Maroc a toujours demandé à ce qu'on le combatte. Personne ne met la main à la pâte. Personne. Au contraire, ils ont fait la meilleure des choses, c'est de couper d'abord les relations avec le Maroc, de couper les liaisons aériennes, de couper le gazoduc, alors que le Maroc a continué. Il a coupé le gazoduc. Le Maroc a ouvert une possibilité avec le Nigeria, avec une possibilité pour 10 autres pays pour être... Voilà, quand vous dites ouvert, il a certes ouvert parce qu'on est dans cet esprit de diversification, justement, de partenariat, contrairement aux voisins algériens. Mais il y a aussi cette ouverture
j'ai envie de dire sociétal, cet appel à l'ouverture sociétale, parce que l'appel n'est pas seulement adressé par le souverain ce soir au peuple algérien, il est aussi adressé à nous en tant que Marocains, pour qu'on préserve cet esprit de fraternité. Absolument. Donc, et qu'on ne tombe pas dans le piège de la disinformation ou la mésinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Parce que, comme vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, ils ne ciblent pas simplement les Algériens, mais ciblent aussi les Marocains pour qu'ils puissent développer cette espèce de c'est un réflexe à avoir. Oui. C'est-à-dire les fake news ne doivent pas supplanter l'information officielle. Oui. Nous devons fonctionner comme étant des États normaux. Nous devons avoir le minimum de capacité, celle de dire ça c'est faux, ça c'est juste. Il faut que les Algériens puissent le dire, il faut que les Marocains puissent le dire et éventuellement demain aller travailler ensemble. Le Maroc ne donne pas, ce n'est pas un jeu de hasard qu'il est en train de faire. Il est en train de parler à l'avenir. Et c'est ça l'essentiel de la philosophie du roi Mohammed VI. C'est quelqu'un qui a confiance en l'histoire de son pays, qui a confiance en l'histoire de manière générale, et il est en train de travailler sur ça et de se mettre dans cette logique. Donc orienté vers l'avenir, mais jamais oublier l'histoire. Merci de faciliter la transition, Drissa Issaoui, parce que nous allons passer à au dernier volet de ce discours, et pas des moindres. Il s'agit de l'histoire. D'abord, je vais peut-être dire un petit extrait du discours du souverain. Je cite: l'histoire du Maroc abonde en leçons et en réalisations, confirmant que nous avons toujours surmonté les épreuves à la faveur de l'indéfectible symbiose qui unit le trône et le peuple, et des efforts consentis par les Marocains épris de liberté. Fin de citation. Aujourd'hui, ce rappel à l'histoire, professeur Komat, ce rappel à l'histoire et à toutes les épreuves que le peuple marocain a su surmonter. Et surmonte encore, la plus récente, celle de la Covid-19, et il en reste d'autres. Mais sans union, cela n'aurait pas pu être possible. En fait, c'est ça le secret des États qui sont séculaires. Tout cela ne date pas d'aujourd'hui. Cette solidarité, cette capacité justement à relever les défis, à faire face aux difficultés, ça c'est une histoire, c'est une culture, c'est un apprentissage qui a constitué le socle de cette société qui est la société marocaine. Ça en fait, d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, c'est au moment des difficultés qu'on est en train de réfléchir à l'avenir. Le Marocain en fait ne se désintéresse pas, ne se décourage pas au moment de la difficulté. C'est au moment de la difficulté que bien évidemment il essaie d'affronter, ça c'est une responsabilité, la difficulté, mais en même temps le développement c'est de longue haleine. Et tout cela, en fait, il est basé justement sur cet esprit, cette capacité, cette résistance, cette capacité à affronter les difficultés. Et d'ailleurs, Sa Majesté, en saluant en fait les Marocains pour cet esprit de solidarité et de résilience. Et de patriotisme. Également, parce que d'ailleurs, par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le fonds Covid, qui a été un des secrets, qui était un peu à l'initiative royale, et qui au bout de quelques semaines a permis de mobiliser plus de 30 milliards de dirhams. Et vous savez que ça représentait 11% à certains moments du PIB qui a été mobilisé comme fonds et qui a permis en fait de préserver des emplois et qu'il a eu un impact énorme sur la dimension économique, parce que la particularité de cette crise, que c'était une crise à la fois de l'offre et de la demande. Les crises à travers l'histoire, ils sont soit des crises de demande ou d'offre. C'était à la fois la même chose. Et puis ce fonds de Covid, il a permis bien évidemment de préserver les entreprises en prenant en charge les salaires, les rémunérations d'une grande partie des entreprises, mais en même temps de constituer... Et les garanties pour les prêts, pour les maintenir en vie aussi, bien sûr, à travers la caisse de garantie. Et en même temps, il a créé un pouvoir d'achat qui a permis de maintenir une demande, et cette demande, c'est elle qui a dynamisé et qui a permis la préservation de ces entreprises. Et tout cela, bien évidemment, en fait, de l'initiative royale, bien sûr, l'ingéniosité de Sa Majesté, qui a eu justement, il savait très bien que le peuple allait le suivre, et donc il y avait un engouement, il y avait une solidarité qui est naturelle. Et donc, bien évidemment, il s'agit de ce constat, mais surtout un appel pour l'avenir, pour dire au peuple marocain, maintenez cette solidarité, maintenez cette croyance en l'avenir, parce que l'avenir, il se construit sur le long terme. Et bien évidemment, c'est cette solidarité et cet esprit-là qui va nous permettre d'affronter ces difficultés. Et donc, nous sommes
en fait, dans un esprit positif. D'ailleurs, j'ai voulu tout à l'heure réagir par rapport au cas de l'Algérie. En fait, cette position, en fait, pour une énième fois de Sa Majesté, c'est s'inscrit dans le cadre de la constance, tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un rappel, c'est une constance. Et la deuxième chose, c'est que nous, en fait, on n'est pas influencé par des choses qui sont conjoncturelles, on est dans le fond. Et le fond de la relation maroco-algérienne, c'est un fond historique qui est fraternel depuis des années, depuis des décennies. Et donc, bien évidemment, c'est ça qui va nous permettre de préserver cette relation, notamment entre les peuples. Et vous avez évoqué l'aspect économique. Notamment sur cet aspect-là, j'ai voulu tout à l'heure réagir par rapport aux IDE et la relation avec le Maghreb. Vous savez que Sa Majesté, il a appelé justement à renforcer les investissements directs parce que nous sommes dans une conjoncture géostratégique et géopolitique qui est favorable au développement des IDE. Aujourd'hui, il y a une reconfiguration des relations économiques internationales. Et le Maroc, de par sa stabilité, sa position géographique par rapport à ce qui se passe partout, les alliances qu'il a aujourd'hui, l'avantage, vous avez évoqué l'équilibre, c'est que le Maroc, en termes de relations internationales, il est en équilibre parfait. Il est en bonne relation avec la Chine, avec la Russie, avec la Grande-Bretagne, avec l'Espagne, avec les États-Unis. C'est justement ce positionnement du Maroc ne soit influencé par qui que ce soit. Effectivement. C'est bien de le rappeler. Israël n'a pas touché d'un iota le soutien du Maroc à la Palestine. Naturellement. Et donc, c'est toutes ces dimensions. Pourquoi j'ai évoqué en fait, le lien, c'est que s'il y avait ce Maghreb aujourd'hui composé, il aurait profité justement de cette reconfiguration géostratégique. Parce qu'il serait un bloc économique, bien évidemment, le Maroc, il le fait à sa dimension. Mais imaginez que si le Maghreb était constitué, d'ailleurs, vous savez que c'est l'une des régions les moins intégrées au niveau mondial. Au niveau mondial. Et elle altère même l'intégration. Voilà. Et elle altère même l'intégration africaine. Vous savez que l'Afrique, elle est composée de 8 régions économiques et la région la moins intégrée est l'UMA, et l'UMA impacte négativement l'intégration de l'Afrique. Et donc, bien évidemment, l'appel, ce n'est pas un appel par hasard, c'est pour des raisons objectives dans l'intérêt des deux peuples, bien sûr sur le plan social, bien évidemment, parce qu'il y a des liens fraternels, mais également pour des raisons objectives, notamment économiques et géostratégiques, dans un moment très précis, bien sûr, dans les reconfigurations des relations internationales. Et notamment avec ce qui se passe en Ukraine, ces relocalisations. On parlait déjà de relocalisation après la Covid-19, avec les ruptures de chaînes de valeur mondiale à cause de ce qui s'est passé en Chine. Alors que maintenant... Un marché de 35 millions de population, ce n'est pas un marché de 110 à 120 millions de population. C'est le Maghreb, donc ça aurait donné... l'ouverture du Maghreb vers l'Afrique. Bien sûr. Absolument. Et sans parler, bien sûr, des phosphates, du gaz, ensemble, la complémentarité, bien sûr. Absolument. Je reviens peut-être et je vous fais réagir sur cette dernière partie, professeur Abou-Dahab, sur ces remerciements du souverain à son peuple. Encore une fois, je m'arrête sur certains points que, personnellement, m'ont beaucoup touchée et je trouve vraiment d'adresser des remerciements et une considération pour un patriotisme immuable en célébrant la fête du trône et bien sûr en traversant une période très particulière et délicate aujourd'hui, soit sur le plan international que national. Sa Majesté est un observateur attentif de la société marocaine. Évidemment, il a un regard perçant et il interagit avec toutes les problématiques sociales et sociétales. L'une des dernières, c'est par exemple la prestation exceptionnelle de l'équipe féminine de football et l'appel de Sa Majesté téléphonique aux membres du staff, bien entendu, et également lorsque le stade a fait plein, 50 000 spectateurs. Vous voyez, ces considérations rappellent d'abord que le Maroc est fondé suivant un pacte, c'est la béa, c'est l'allégeance. Je crois que c'est l'ADN marocain. Il est exceptionnel. Ça a été dit par Sa Majesté à la fin, comme chute, pour rappeler cette symbiose entre le trône et le peuple marocain. Et je crois que c'est cela la singularité marocaine, et qui permet d'abord de dépasser beaucoup de défis, de les relever. Nous sommes une nation de synthèse, et cette histoire qui est forgée, qui a façonné, je crois, la personnalité marocaine, fait que nous sommes capables de dépasser tous les défis qui peuvent se dresser contre la marche irréversible vers le développement et vers le décollage. Et je crois que c'est un acte sincère et chaleureux de Sa Majesté, et
c'est impressionnant, ça nous touche profondément. Mais je vais revenir vraiment sur cette phrase, l'édification d'un Maroc avancé et fort de sa dignité. Oui. Un mot là-dessus, et je conclurai avec cela un tour de table que je commencerai avec Driss Aissaoui. Cet appel du roi Mohamed VI au peuple marocain est un appel du fond du cœur. Pourquoi? Parce que le Maroc, ou bien il est digne, il est droit dans ses bottes, il est là, et c'est le Maroc qui a toujours affronté les difficultés, qui a toujours affronté disons, toutes les difficultés que l'on peut imaginer. C'est aujourd'hui ce même Maroc qui travaille pour le 21e siècle, pour justement être l'un des pays les plus structurés, les plus avancés. Et d'ailleurs, regardez les pays à travers le monde. Nous avons, pour la question du Sahara marocain, plus d'une vingtaine de pays qui ont ouvert leur représentation diplomatique. Nous avons Dakhla qui devient un pôle économique extrêmement important pour l'Afrique au sud du Sahara. Nous avons l'intérêt porté par l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, au Maroc, le soutien. Vous avez tout ce qui s'est passé avec l'Espagne sur cette histoire d'indépendance des territoires sahraouis. Et tout cela, et il y a Israël. Parce qu'Israël, ça reste quand même un partenaire extrêmement important. Et je dirais encore une fois que Hassan II avait appelé, il avait dit, au même titre que président Bourguiba, écoutez, prenez les Israéliens, mettez-les à l'intérieur de la communauté arabe. Et vous allez voir que ce pays va se développer. Il va même tirer avec lui les autres pays. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, je pense que le Maroc a bien fait de tendre la main à Israël pour pouvoir travailler ensemble. Mais cela ne préjugeant rien, justement. Oui. Pour la paix et la stabilité de la région. Absolument. Pour la paix, la stabilité. Je voudrais aussi vous faire réagir. Et oui. Alors, l'édification d'un Maroc avancé est fort de sa dignité. En fait, moi, ce que je voudrais dire sur ce plan-là, en fait, Sa Majesté a toujours donné en fait, de la priorité au volet social. Et en fait, lorsqu'on évoque, et d'ailleurs c'est l'esprit, en fait, Sa Majesté, le volet social, au-delà de la dimension matérielle, c'est-à-dire satisfaire les besoins matériels, le Marocain a été toujours autosuffisant. Mais ce qui est important pour le Marocain, c'est sa dignité. Et Sa Majesté, bien évidemment, ça, c'est une priorité pour lui, c'est que le Marocain, au niveau de sa dimension, je dirais, personnelle, doit toujours rester digne, mais également de sa dimension sociale et sociétale, le Maroc est un pays digne. Et ça, je crois, c'est un mot très, très fort de la part de Sa Majesté. Professeur Abou Dahab, pour clore. Moi, j'ai en tête ce verset du Coran que Sa Majesté a cité à la fin. En français, certes, avec la peine vient le soulagement, oui. Avec la peine vient le soulagement quand tu auras accompli tes devoirs. Thérèse, lève-toi pour la prière, recherche ton Seigneur avec empressement. Il y a l'espoir, certes, mais en même temps, le travail et le grand djihad érigé comme principe opérationnel. Moi, je crois que cette dialectique qui devrait être gardée en tête. Et puis voilà, cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, exprime cette sincérité, cette gentillesse profonde, cette interaction de Sa Majesté avec son peuple. Et l'écoute. Et l'écoute. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. D'avoir enrichi cette discussion ce soir qui est, rappelons-le, est venue analyser les messages forts du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.